D'aller chercher. Ça va me faire un peu une pièce. Je te mets les dernières questions. J'ai enlevé le son normalement. Parce que j'ai lancé le live. Je sais pas si je l'ai marqué, c'est direct. Tu me vois pas. J'ai lancé direct. Je vais voir si on s'entend. Pourquoi ça fait ça? Parce que j'y suis plus. C'est sorti nulle part, Sandrine? Mais il y a en haut, il y a en bas. Eh oui, il y a le son. Bonjour à tous, donc ça commencera dans 2 minutes, j'essaye d'imprimer un document et après je suis à vous. C'est la 19 ou la 17 en haut? L'imprimante. 17. Celle-là aussi, je change. Et ici, il y a d'autres. Alors, bonjour à tous, nous voilà de retour pour un nouveau Facebook Live.
Je ne sais pas si vous me voyez bien. Je vais juste faire quelques essais avant qu'on commence à répondre aux questions. Parce que là, sur mon écran, ça saute et donc je me demandais s'il y avait un petit souci ou pas. Voilà, bon, j'espère que le son est bon pour vous et qu'on va pouvoir commencer, que l'image est à peu près de bonne qualité. C'est toujours un peu incertain avec les Facebook Live et j'ai pas forcément un bon contrôle sur ce qui se passe. Je vais demander à mes collègues. Donc aujourd'hui, je suis assistée par deux personnes que vous ne voyez pas, vu que pour des raisons de confinement, elles sont hors champ. Donc aujourd'hui, j'ai Alejandra Baquet, qui est psychologue au CRA Rhône-Alpes, et Dr Mélina Huck, qui est pédopsychiatre, qui travaille aussi au CRA Rhône-Alpes avec nous. Voilà, donc je pense que le son est correct. Je ne sais pas, je demande. L'image, ça a bloqué ici. Ça a bloqué ici aussi, parce que chez moi aussi, j'ai l'impression que ça bloque. Et qu'il n'y a personne qui s'exprime, donc peut-être que c'est bloqué. Voilà, je fais juste les vérifications pour ne pas parler dans le vide. Ça marche. Voilà, donc ça a l'air de marcher, on vient de me confirmer. Et juste, si vous pouvez me dire... ah oui, il y a quelqu'un qui me dit qu'il y a effectivement le son, mais c'était il y a 5 minutes, donc... Voilà. Non, c'est parfait. Ah oui, ça y est, ça y est. Alors, aujourd'hui, il se passe quelque chose d'intéressant, c'est que je sais enfin comment regarder les messages, vos commentaires en même moment que je suis avec vous à la caméra. Donc, c'est tout un progrès. Donc, je commence. Alors, bonjour à tous. C'est un Facebook Live consacré aux adultes avec autisme. Mais bien sûr, les adultes, ça peut être des parents d'adultes qui nous posent des questions. Donc, qui sont pour vous des enfants, mais qui sont pour nous des adultes. On va parler des confinements, mais je crois aussi qu'il y a pas mal de questions sur le diagnostic. Donc, on va aussi traiter cette question, même si elle n'est pas entièrement liée au problème du Covid. Vous avez, comme souvent dans des Facebook ou des entretiens qu'on a avec des adultes, beaucoup de questions sur la recherche, les hypothèses sur l'autisme. Alors, on ne pourra pas creuser beaucoup ces cas, mais on vous donnera des pistes et on saura peut-être vous orienter pour que vous puissiez trouver des réponses. Je vous rappelle que ce Facebook est organisé avec le GNCRA, le groupe national des CRA. Les GNCRA regroupent les CRA de France et aujourd'hui, je suis docteur Saunier, désolée, je ne m'étais pas présentée. Je travaille au CRA Rhône-Alpes et je suis psychiatre, pédopsychiatre. Je travaille aussi à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu où on reçoit des enfants dès l'âge de 18 mois jusqu'à l'âge de 18 ans. Dans le cadre du travail du centre de ressources autisme, on est amené à beaucoup d'adultes et on a beaucoup de demandes d'adultes avec ça qui nous posent des questions sur le diagnostic. On anime aussi des groupes, on fait visio et on essaye d'aider les personnes adultes avec TSA. Voilà, alors je commence avec les questions. Je vous donnerai à la fin du live un petit rappel sur les adresses du GNCRA, les ressources que vous pouvez trouver. Donc, restez avec nous jusqu'au bout si vous voulez avoir accès à ces super ressources. Je vais commencer par les questions qui étaient arrivées avant qu'on commence. Depuis 2-3 jours, il y a plusieurs personnes qui avaient posé des questions. Donc, je commence par elles et puis, bien sûr, après, je reviens vers vous pour répondre à vos nouvelles questions, parce que je sais que des fois, en entendant des réponses, ça vous donne des idées de questions et c'est une forme d'échange. Alors, Coralie avait commencé par une question très très pointue. Elle cherchait à savoir s'il y avait des études sur l'autisme et la dysimmunité, c'est-à-dire les problèmes immunitaires. C'est vrai que l'immunité, on en parle pas mal en ce moment. Et s'il y avait des études, est-ce qu'on pouvait y avoir accès? Et elle voulait aussi savoir comment accompagner des personnes qui cumulent des difficultés à interagir liées bien sûr au problème d'Asperger, mais aussi des difficultés à interagir du fait de douleurs, de fatigue, de troubles de la concentration. Et elle pointait aussi le manque de personnes formées localement au diagnostic différentiel. Alors là, c'est vrai qu'on est d'emblée dans la complexité des troubles du spectre de l'autisme avec cette question, Coralie. Déjà, sur l'origine, effectivement, il y a pas mal d'études qui interrogent le lien entre
autisme et immunité, voire même que l'autisme, dans certaines formes, aurait une cause immunitaire. On parlerait de maladies auto-immunes qui pourraient être à l'origine de certains des troubles du spectre de l'autisme. On a quelques éléments en faveur de cette hypothèse. Déjà, on trouve souvent plus d'allergies, de troubles, de maladies immunitaires associés chez les personnes avec TSA. Et en plus, on a trouvé des signes de neuroinflammation, c'est-à-dire d'inflammation du système nerveux ou du cerveau chez des personnes avec autisme. Alors, on sait que la neuroinflammation peut être liée à des maladies auto-immunes. Mais ça, c'est encore du domaine de la recherche. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on trouve une corrélation de troubles auto-immuns plus élevés chez les TSA que c'est la cause des TSA. Il peut y avoir une origine commune, peut-être des difficultés ou des composants génétiques qui font qu'on est plus sensible à des maladies auto-immunes et à développer un TSA, mais on n'en sait rien. Par contre, c'est un champ de recherche qui est en train d'être développé, et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous adresser aux centres de ressources autistes qui font des bibliographies, qui peuvent faire des dossiers thématiques un peu vulgarisés pour vous donner l'information. Pour le moment, il n'y a pas de traitement auto-immun ou qui traiterait des maladies auto-immunes qui ont un impact sur les troubles du spectre de l'autisme. Donc, je ne crois pas qu'il y ait d'études en cours sur des traitements auto-immuns qui pourraient améliorer le trouble du spectre de l'autisme. En tout cas, c'est une vraie question de recherche et bien sûr, ça mobilise pas mal d'équipes. Alors, Coralie, j'espère avoir répondu. Oui, sur la question des diagnostics différentiels, par exemple, syndrome de fatigue chronique ou des difficultés qui gênent ou dépression qui gênent les interactions, évidemment, ça c'est tout le travail des cliniciens pour savoir si derrière des fois une présentation, une personne qui a de grandes difficultés à interagir, qui est très déprimée, est-ce qu'il y a un trouble du spectre de l'autisme qui fait que la personne finalement s'épuise à essayer de développer des interactions. Et ça, là aussi, c'est une question qu'il faut poser quand on se pose la question d'un trouble du spectre de l'autisme associé ou pas à une dépression. Alors, maintenant, nous avons une question de Laure. Bonjour Laure. Mon fils, âgé de 23 ans, vit dans un logement autonome. Le confinement est un mode de vie pour lui, mais il est exacerbé avec le Covid-19. Il rechigne à ma venue, je lui porte des courses, je suis le seul lien avec l'extérieur. Quelle stratégie mettre en place? Quelle aide puis-je avoir afin qu'il accepte de sortir à nouveau? Et là, c'est vrai que beaucoup de personnes avec TSA, enfin pas beaucoup, mais un certain nombre de personnes avec TSA, finalement, ont trouvé une forme d'adaptation dans ce confinement obligé. On pu même trouver un peu de réconfort, on en a déjà parlé, hein, être moins sollicité, avoir moins de contraintes extérieures et trouver que le confinement pouvait amener un peu d'apaisement dans leur vie, et tout simplement parce qu'ils sont moins sollicités socialement ou professionnellement ou à l'école. Alors, rester confiné, on sait quand même que ce n'est pas une solution, même pour des personnes avec autisme qui se sentent plutôt bien en limitant les interactions. Au bout d'un moment, quand même, il y a un besoin, le corps a besoin de sortir, a besoin de s'exposer au soleil, a besoin de quelques contacts, et surtout chez une personne jeune, pour développer les interactions sociales, il faut quand même être en interaction. Et parce que c'est tout seul qu'on arrive finalement à faire des progrès, ou alors c'est des situations très particulières. Vous avez raison de vous inquiéter de ce repli, parce que vous dites aussi qu'il rechigne à votre venue, c'est-à-dire qu'à l'époque, il avait peut-être plus de contact avec vous, il y avait peut-être plus de partage. Donc, il peut rechigner à votre venue parce que finalement, il s'est replié. Peut-être qu'il a un syndrome anxieux ou, sans parler de dépression, mais une baisse un peu de son moral, de son élan vital, moins d'envie d'être en contact et de moins en moins envie d'être en contact. Donc, voilà, le fait de vouloir moins sortir, c'est pas forcément un très bon signe d'hyperadaptation. Ça peut être aussi un signe d'augmentation du repli et du retrait social. Donc, c'est vrai qu'il va falloir trouver des solutions. Alors, les stratégies à mettre en place, ça va être déjà d'en parler avec lui, d'identifier quand même ce repli, et puis de voir avec lui ce qui pourrait améliorer ce repli, c'est-à-dire qu'est-ce qui lui ferait plaisir, vraiment partir sur des choses qui le motivent, s'il lui reste de la motivation.
Justement, on est en train de publier un guide du déconfinement pour se préparer au déconfinement, pour se préparer à de nouveau sortir et à reprendre un rythme de vie où on est moins isolé et où on va finalement développer des contacts. Donc, c'est dans ce guide que vous trouverez pas mal d'astuces, voire même une méthodologie pour aborder la question du déconfinement. Dans le cadre de votre fils, il est possible que vous ayez besoin d'aide parce que le guide du déconfinement, on peut le lire soi-même ou en tant que parent pour accompagner un proche ou un enfant, mais vous pouvez être aussi confronté à de la résistance très forte ou justement à un mouvement de repli tel que vraiment même ce que vous allez lui proposer peut le motiver. Dans ce cas-là, il faut vraiment trouver de l'aide. Donc, il y a plusieurs sources d'aide, on en a déjà parlé. Il y a la ligne mail du GNCRA qui permet d'avoir une aide en ligne pour les personnes avec TSA. Donc, ça peut être lui qui nous contacte par mail et on lui propose une visioconf ou un rendez-vous téléphonique. Vous pouvez aussi vous adresser aux professionnels et, si possible, le professionnel qui s'occupe de lui habituellement. Ça peut être son psychologue. S'il est accompagné par une structure médico-sociale, ne pas hésiter à recontacter cette structure, si jamais il avait un service d'aide à la vie sociale qu'on appelle SAVS. En tout cas, voyez rapidement si vous vous sentez démuni, que le fait que vous lui proposiez des solutions le mette en colère ou accentue ce rejet ou la distance qu'il prend avec vous, c'est important de passer la main, de ne pas vous confronter seul à cette question. Et parfois, quand on est un proche, c'est plus compliqué parce que d'abord, on y met un enjeu plus important et c'est normal, il y a un enjeu affectif. Puis lui, il vous a peut-être mis à une certaine place et il veut peut-être pas que vous vous occupiez de cette question vous-même. Donc voilà, vous êtes rentré dans une routine avec lui, il a peut-être pas envie de changer tout de suite cette routine. Il a décidé de vous voir, je sais pas, une fois par semaine, j'en sais rien, hein, mais et de vous voir deux fois, peut-être que ça lui convient pas, et ce sera plus simple finalement d'introduire une nouvelle personne. Donc voilà, les pistes, c'est essayez le guide, parlez-en avec lui. S'il n'y a pas d'accroche, il n'y a pas de motivation, voire même un repli ou un rejet, contactez plutôt un professionnel qui va vous aider. Alors, Valérie, bonjour. Bah, c'est aussi une question sur le déconfinement. Comment appréhender le déconfinement quand on est TSA Asperger? Le confinement nous rassure, donc on est un peu dans la situation de l'or, mais là, c'est pour vous, Valérie. Et que les voisins ne suivent pas les règles du confinement et qu'on nous dit que le retour à la normale se fera grâce au civisme de chacun. Comment faire quand il y a incohérence des stratégies proposées? Alors là, Valérie, vous pointez une vraie bonne question. C'est la question de la cohérence entre une règle et le comportement des personnes. Et ça, c'est pas que pour le confinement, hein. Vous avez remarqué très souvent qu'il y a des règles qui sont édictées et que malheureusement, les gens ne les suivent pas. Ça fait partie, je dirais, de la vie courante. Alors, quand il s'agit de Covid et qu'il y a en plus des risques d'infection, c'est encore plus angoissant, je dirais, de voir les gens ne pas respecter les règles. Et puis, on sait quand même que le respect de la règle, d'une parole qui est énoncée, chez les personnes avec TSA, c'est important. Et parfois, c'est peut-être plus important pour elles que pour d'autres personnes. Alors, si on caricature, on dirait qu'il y aurait les TSA, les neurotypiques, mais malheureusement, ce n'est pas le cas, hein. Il y a beaucoup d'autres personnes qui ne sont pas neurotypiques et qui ne respectent pas toujours les règles. Les règles, en fait, elles s'entendent dans un certain contexte. Et ça, c'est parfois difficile pour les personnes avec ça de comprendre que dans certains contextes, on modifie un peu la règle, on la respecte pas complètement parce que il faut s'adapter à des contextes différents. Les règles, elles sont pensées de manière générale, mais elles ne prévoient pas tous les contextes. Dans ce cas-là, c'est vrai qu'on aimerait bien quand même que les voisins portent un masque, n'invitent pas leurs copains pour faire la fête et qu'il y ait des grands regroupements. C'est sûr qu'il y a un minimum de règles à avoir. Mais c'est vrai que si votre voisine est pleine de sacs dans ses mains, que son masque est un peu tombé, c'est possible qu'elle ne l'ait pas sur le nez. Et que dans ce cas-là, elle ne respecte pas forcément la règle de porter son masque à tous les moments de la journée. Alors, il y a deux choses dont je voulais vous parler. Donc, cette histoire de règles, c'est voilà, il faut avoir un peu de flexibilité. Et certains vont l'interpréter plus que d'autres. Et ça va être difficile pour vous. Et puis, il y a le fait qu'on ne maîtrise pas tout ce qui va se passer. C'est pour ça d'ailleurs qu'on demande aux personnes d'être un peu flexibles, hein, parce qu'on ne peut pas tout prévoir. Donc, le fait de ne pas tout mépriser, et des contextes qui font que les gens interprètent les règles différemment, ça va vous mettre face à des situations d'imprévisibilité. Et ça, l'imprévisibilité, on le sait, vous savez bien, les personnes TSA ou Asperger, elles n'aiment pas trop l'imprévisibilité.
Et par définition, la prévisibilité, on ne peut pas la prévoir puisqu'elle est imprévisible. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est savoir que en sortant, on va peut-être faire face à une imprévisibilité. Et là, on peut se préparer. Quand je suis face à un imprévu, comment je peux réagir pour ne pas paniquer ou alors justement pour ne pas avoir des attitudes d'évitement de sortie en se disant il y a trop d'imprévisibilité. Non, il n'y a pas trop d'imprévisibilité. Et en général, si vous connaissez votre environnement, votre quartier, avec la familiarisation, vous arrivez à repérer, non pas toutes les situations qui vont arriver, mais les situations qui génèrent de l'imprévisibilité. Donc, ça peut être les situations de transport en commun. Là, ça peut tomber en panne, il peut y avoir un mouvement de foule, et puis on se retrouve trop collés les uns avec les autres. Donc ça, vous savez que c'est transport en commun, c'est plus imprévisible. Donc peut-être vous pouvez trouver un autre moyen de circulation, à pied, en vélo, en trottinette, pour justement ne pas vous confronter à trop d'imprévisibilité. Vous pouvez choisir des petits magasins où il y aura moins de monde. Comme ça, là aussi, vous limitez les survenues des mauvaises surprises. Vous pouvez donc vous préparer à ces situations simplement en vous familiarisant à votre environnement. Et puis quand vous êtes face à une imprévisibilité, vous pouvez aussi avoir votre petite checklist. Quand j'ai peur, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je peux poser mes courses et m'enfuir? Vous voyez, ça c'est essayer de les préparer un peu avant dans votre tête, sans trop envahi par toutes ces situations qui peuvent survenir. Et puis simplement vous marquez sur une petite feuille de papier qu'est-ce que je ferais dans ce cas-là. Et si vous avez 5 situations un peu type d'imprévisibilité que vous pouvez préparer, vous verrez, vous arriverez à les affronter. Après, il y a quelque chose qui peut arriver, c'est ce qui n'est pas prévisible, c'est d'attraper le virus. C'est ça, c'est possible. Il y a plein de gens, il y a des centaines de personnes qui vont l'attraper. Et bien là, quand on a le virus, vous l'avez vu partout, hein, on reste chez soi, on n'essaye pas de contaminer les autres, on prend du Doliprane et puis vous pouvez appeler votre médecin traitant pour vous préparer à cette éventualité. Si j'ai le coronavirus, qu'est-ce que je dois faire? Comme ça, si ça arrive, vous serez peut-être moins paniqué et puis vous aurez la stratégie. Sachez quand même que même si on attrape le coronavirus, les pourcentages et le risque d'avoir une forme grave est quand même très limité par rapport au fait d'avoir une forme moins grave. Voilà, alors on peut être plus ou moins sensible à cette question des pourcentages, donc c'est important aussi d'avoir cette information. Les formes graves représentent quand même un pourcentage limité. Je vous le donne pas aujourd'hui parce que les chiffres évoluent trop et voilà, donc n'hésitez pas à regarder sur les informations sur Santé publique France. Ils vous donnent quand même de manière assez régulière le nombre de personnes qui vont bien, le nombre de personnes qui sont guéries, le nombre de personnes en réanimation, et vous verrez que c'est petit, c'est un petit nombre de personnes qui sont en réanimation par rapport aux centaines de milliers de personnes qui ont eu le Covid. Voilà, donc Valérie, j'ai pris un peu de temps pour vous répondre parce que je pense que c'est une question que beaucoup se posent. Et pour se préparer au déconfinement, pareil, vous trouverez dans notre guide, le guide pour un déconfinement serein, quelques éléments de réponse, pas tout, mais en tout cas quelques éléments de réponse. Et je dis, comme pour l'or, vous allez vous préparer à ce déconfinement. Si ça vous fait trop peur, n'hésitez pas à demander de l'aide d'un proche ou simplement d'un professionnel. Alors, Laurence, est-il possible pour un adulte diagnostiqué de réaliser un bilan psychomoteur et d'avoir des séances avec un professionnel qui permettrait de limiter les défauts de coordination, main-bouche, entre les deux mains? Si oui, est-ce que cela peut être pris en charge? Alors oui, les psychomotriciens interviennent pour les adultes. Vous avez aussi des ergothérapeutes qui peuvent vous aider. Ça va dépendre un peu du type de travail à faire. Le seul problème, c'est que psychomotriciennes et ergothérapeutes ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Mais si vous avez des besoins spécifiques et que vous êtes une personne avec TSA, vous pouvez aussi faire une demande de compensation auprès de la MDPH. Et avec l'allocation adulte handicapé, ça n'aide pas complètement, ça ne couvre pas tous les faits, mais ça peut prendre en partie. Vous pouvez utiliser votre allocation pour aussi payer des séances de psychomotricité, même si ça n'est pas remboursé par la sécurité sociale actuellement, malheureusement. Alors, je me perds un peu dans mes petits papiers, mais je vais revenir vers vous. Donc, il y avait Varda aussi. Comment gérer les comportements défis agressifs envers eux-mêmes ou contre les autres? Quelles solutions concrètes pour les réduire, voire les canaliser? On avait déjà un peu traité de ces questions. Les comportements agressifs, des fois on dit comportements défis.
Alors, il y a 2 points. Quand on est face à un problème de comportement, que ce soit des automutilations, de se taper, casser ses affaires ou agresser les autres, on se pose toujours quelle est la fonction du comportement. En général, on ne fait pas du mal sans raison, on n'attaque pas les autres sans raison. Donc, c'est vrai que c'est important pour répondre à ce comportement, d'en comprendre sa fonction. Et quand je dis sa fonction, c'est pas forcément que la personne fait exprès de faire ce comportement, mais ce comportement répond à une situation, à un besoin qu'elle a, en tout cas. Dans presque la moitié des cas, de troubles du comportement qui apparaissent brutalement, il faut se poser la question d'un problème somatique ou d'une maladie ou d'un malaise corporel, hein, d'un problème lié ça peut être un problème dentaire, ça peut être un problème gastrique, vous voyez, sans parler forcément d'une maladie très très importante, mais en tout cas d'un inconfort. Donc, on pense toujours à, si la personne, surtout si la personne est non verbale, qu'elle ne veut pas indiquer qu'elle a mal, on s'inquiète d'un problème de santé. Ensuite, on peut avoir des comportements d'automutilation ou d'agression des autres parce que sensoriellement, il y a quelque chose qui nous gêne. Hein, ça peut être trop de bruit ou des sollicitations trop importantes. Et les problèmes de comportement aussi peuvent survenir pour obtenir de l'attention de quelqu'un ou pour fuir une situation qui génère de la frustration ou un malaise ou de l'angoisse. Vous voyez, donc quand vous me dites quelles seront les solutions concrètes, ben, la première solution concrète, c'est vraiment de comprendre quelle est la fonction de ce comportement, à quel moment ça survient et comment la personne se calme aussi. Après, quand bien sûr la personne s'automutile ou se fait vraiment du mal, ou il y a aussi des techniques pour l'empêcher de se faire du mal. Hein. Mais ça, c'est déjà des problèmes un peu compliqués, surtout si le problème de comportement est installé depuis longtemps. Dans ce cas-là, ça va être un peu plus long, un peu plus compliqué de comprendre sa fonction, parce que il a pu avoir une fonction au départ, et puis avec s'installer, qui est un intérêt autre que la fonction du départ, à avoir ce type de comportement. Ça a pu je dirais, peut-être que le fait d'agresser ou de casser, c'est peut-être une réponse générale à dès qu'il y a un inconfort ou une frustration. Voilà, donc si c'est un peu trop compliqué, si vous n'arrivez pas même à vous formuler des idées sur pourquoi cette personne est agressive ou pourquoi elle se fait du mal, c'est là où il faut demander l'aide d'un spécialiste. Si possible, un spécialiste des troubles du comportement, on appelle parfois de l'analyse comportementale. Et l'autre point, c'est que quand on fait une hypothèse, on va tester des solutions. Hein. Par exemple, la personne a ce trouble du comportement parce qu'elle n'arrive pas à communiquer ses besoins. Donc, on va bien sûr lui proposer des aides à la communication. Mais ça va pas marcher tout de suite. Un comportement qui est installé, même si on propose des solutions qui vont être plus efficaces, ça prend du temps avant que ça se modifie. Et c'est là où l'intervention d'un professionnel va être importante pour pas baisser les bras, changer de stratégie trop vite. Voilà. J'allais, je sais pas comment on prononce, comment aider mon fils de 34 ans, adulte Asperger, à prendre conscience de ses difficultés et faire des projections réalistes pour son avenir en accord avec ses capacités. Ça, c'est un problème là aussi très courant chez les personnes avec TSA. C'est ce qu'on appelle, elles ont parfois un manque, parfois, hein, pas toujours, on généralise pas trop quand même dans les TSA, mais elles peuvent avoir un problème de manque d'insight, un manque de conscience de ces problèmes, de ces difficultés à entrer en relation, ou même parfois de ces difficultés à réaliser certaines tâches. Et ça génère beaucoup de frustration pour elles. Donc, ce manque d'insight ou de manque de conscience de ses faiblesses ou de ses points forts d'ailleurs, on peut les travailler par la psychoéducation. Ça, c'est la psychoéducation, ça a été beaucoup développé dans des maladies comme les troubles bipolaires, la schizophrénie, le diabète, pour simplement comprendre sa propre pathologie ou son fonctionnement. Ça peut aussi se travailler en groupe d'habileté sociale ou en habileté sociale avec un thérapeute, hein, qui va expliquer à la personne avec des petits exercices et des situations de vie courante ce qu'elle arrive à faire et là où elle doit progresser. L'intérêt de la psychoéducation ou des groupes d'habileté sociale, c'est que c'est non jugeant. On vous dit pas, ouais, vraiment, vous êtes trop nul, vous n'arrivez pas du tout à faire ça, ou ça, ou ça. C'est vraiment une prise de conscience avec des solutions derrière. Et en plus, c'est souvent une prise de conscience avec un peu d'humour, où on dédramatise la situation de faiblesse ou le handicap de la personne, sans le nier. Voilà, donc c'est vraiment des techniques intéressantes auxquelles qui pourraient aider votre enfant.
enfin votre fils, mais c'est pas un enfant puisqu'il a 34 ans, pardon. Donc les groupes d'habileté sociale, enfin les habiletés sociales, ça peut être en groupe ou en individuel. Pour ce qui est de la projection dans l'avenir ou trouver un métier, il y a aussi le job coaching qui peut aider, ou des orientations de réinsertion professionnelle plus spécialisées pour les personnes handicapées. Donc ça peut être des personnes qui font pardon, un bilan de compétences, mais adapté aux personnes autistes, hein, parce que beaucoup de bilans de compétences, c'est des auto-questionnaires. Donc là, il faut quand même pouvoir avoir des questionnaires adaptés aux personnes TS. Voilà, donc quelques pistes. N'hésitez pas à vous tourner vers votre CRA pour avoir plus d'informations sur tous ces métiers, que ce soit groupe d'habileté sociale, psychoéducation ou job coaching. Si vous permettez, je prends un peu de thé parce que je suis en train de m'étouffer. Voilà. Alors, je continue avec les questions qui m'ont été posées les jours précédents, et puis après, je reviens tout de suite vers vous pour les nouvelles questions. Anne, comment savoir si je suis Asperger? Il n'y a pas de CRA dans mon département qui est la Mayotte. Donc, bonjour Anne, et puis j'espère qu'il n'y a pas trop de décalage horaire, il me semble, avec la Mayotte, puisqu'on est... Il y en a? Non, ça va, c'est à quelques heures. Alors, il n'y a pas de CRA, c'est vrai, dans votre département, mais il y a le CRA de la Réunion. Donc, vous trouverez sur le site du GNCRA le mail pour contacter le CRA Réunion Mayotte. Et il faut bien savoir aussi que parfois, c'est pas forcément le CRA qui va faire lui-même le diagnostic. Hein. Vous savez que les centres de ressources interviennent plutôt sur les cas complexes, mais il peut accompagner des professionnels de proximité. Par exemple, si vous avez une psychologue, un médecin psychiatre, ils peuvent être accompagnés pour faire le diagnostic eux-mêmes, ce qui vous éviterait peut-être éventuellement d'aller à la réunion. Et puis eux, ça les formerait à la question du diagnostic de la personne Asperger. Donc, je dirais qu'il y a deux stratégies. Soit c'est votre médecin et votre psychologue qui contactent le CRA Réunion Mayotte pour avoir de l'aide. Ça peut être vous. Soit vous faites une démarche commune. Voilà. Il reste 5 minutes. Non, mais aujourd'hui, on a décidé qu'on ferait 10 minutes de plus si je n'avais pas terminé. Donc, un peu plus de temps. On ne va pas limiter à 30 minutes. Sauf si vraiment j'ai répondu à toutes les questions que je me retrouve toute seule. Mais sinon, il n'y a pas de souci. On peut prendre un peu plus de temps. Ça tombe bien, moi je suis en vacances, donc pas de souci. J'ai pas de consultation derrière ou de réunion, etc. Je suis tout à vous. Et si je peux éviter d'aller retrouver mes enfants à la maison, je peux vous dire que je suis tout à fait contente. Et oui, le confinement, hein, voilà, il est pour tout le monde. Alors, Axel, bonjour, je suis très naïve et vulnérable. Bonjour Axel, naïve et vulnérable. Et en ces temps complexes au niveau économique, je me suis fait avoir en allant acheter du thé. Je suis sortie d'une boutique avec 2 fois la quantité souhaitée car la commerçante devait vendre. Et oui, les commerçants, eux, ont un certain talent pour vous faire acheter des choses. Et à la sortie du confinement, nous allons être très vulnérables aux arnaques et aux abus en tout genre qui risquent de se développer. Oui, et déjà, ça a déjà commencé. Hein, il y a déjà beaucoup d'abus et d'arnaques qui jouent sur des personnes en proposant des tests qui sont validés, en proposant des masques qui sont n'importe comment, en proposant des faux gels hydroalcooliques. Donc ça, c'est vrai que c'est compliqué. Quand vous avez un doute, si vous avez des proches, c'est bien d'avoir quelqu'un avec qui en parler, parce que quand on est soi-même confronté à une situation de quelqu'un qui veut nous arnaquer, en général, c'est très compliqué, qu'on soit TSA ou pas TSA. Donc la première chose, c'est quand on a un doute, le moindre petit signal d'alarme, on dit stop et on va voir un proche. Après, sur la question de la naïveté, ça se travaille aussi en habileté sociale. On peut avoir des stratégies pour différer un achat, c'est-à-dire que, et puis on peut aussi mettre en place, mais ça demande beaucoup d'entraînement et ça va pas se faire du jour au lendemain, des stratégies pour mettre fin à une conversation. C'est vrai que personne ne sait ça, on travaille beaucoup, comment engager la conversation, comment aller vers les autres, mais après aussi travailler comment je m'arrête, parce qu'on peut être vite envahi, notamment par un vendeur un peu insistant qui perçoit très rapidement la vulnérabilité de la personne en face. Donc, je dirais que si c'est un problème qui est courant dans votre vie, travaillez-le avec votre psychologue ou en groupe d'habileté sociale. Si c'est plus immédiat, au déconfinement, n'hésitez pas à demander l'aide d'un proche pour aller faire vos courses, ou alors au magasin avec qui vous êtes, des personnes avec qui vous êtes en confiance et voilà, pour lesquelles vous savez qu'ils vont pas essayer d'abuser de vous. Pour les situations nouvelles, pour aller acheter des choses inhabituelles, si vous avez vraiment peur de vous faire avoir, c'est vrai que c'est mieux d'être accompagné.
Donc voilà, plusieurs stratégies. Celle sur le long terme, c'est vraiment d'apprendre en gros à se défendre et à se désengager d'une conversation qui vous met mal à l'aise. Apprendre à dire non, ça s'apprend aussi, c'est pas facile. Et puis après, ne pas être naïf, ça c'est très très long aussi, parce que là ça fait appel à la théorie de l'esprit, à des compétences sociales assez élaborées, ça va prendre plus de temps. Donc avant de pouvoir développer, je dirais, un certain jugement un peu affûté et des compétences sociales, il faut peut-être simplement avoir des stratégies sur dire non et comment je me désengage d'une situation compliquée ou d'une conversation. Voilà. Donc ensuite il y a Laurence. Non, Laurence, j'ai déjà répondu. Il y a Diomédée. Diomédée, comment gérer l'anxiété liée au risque de se faire verbaliser par la police en sortant? La police n'est pas au courant, ne tient pas compte des dérogations spécifiques pour les sorties des personnes handicapées. Alors justement, par rapport à ce problème, les préfets ont à nouveau été destinataires de consignes, la dernière par le ministère. Donc on conseille vraiment aux familles, aux personnes sur elles le justificatif du handicap, mais aussi toujours le papier de dérogation. Il faut avoir les deux, c'est mieux. Donc, vous avez votre votre dérogation de sortie, là, votre attestation de sortie que vous pouvez avoir sur une application ou sur des feuilles papier, et votre document MDPH ou votre certificat médical montrant que vous êtes bien une personne avec un handicap. Mais les préfets ont eu de nous les consignes, donc vous pouvez aussi rappeler à la police, bien sûr, gentiment, avec tout le respect qu'il faut, qu'il y a eu des consignes pour avoir des dérogations plus importantes pour les personnes avec TSA. Ça a été mis à jour, vous pouvez retrouver ce type de réponse sur la FAQ du GNCRA. Alors, Fabienne, nous avons à la maison notre fils autiste âgé de 23 ans, et Fabienne est AESH, elle s'occupe des personnes qui sont en situation de handicap dans les écoles. Et elle veut savoir si elle peut faire valoir un droit de retrait au 11 mai. Le 11 mai, puisque le 11 mai, les écoles ouvrent, donc bien sûr, les AESH vont de nouveau retourner à l'école. Alors, c'est pas un droit de retrait, Fabienne, vous pouvez faire simplement valoir que vous pouvez avoir une situation d'arrêt de travail du fait du handicap de votre enfant. Quel que soit, vous vous occupez d'une personne avec un handicap, donc vous avez un arrêt de plein droit. Il y avait aussi une question. Alors là, c'est une question un peu plus de recherche sur le dernier article de Laurent Mautron. Laurent Mautron, c'est, si vous ne le savez pas, c'est un chercheur et clinicien français qui est parti travailler à Montréal. Et il a eu beaucoup d'expériences avec TSA, notamment TSA adulte, depuis plusieurs années. Il a fait pas mal de recherches. Il aime bien remettre en question les théories qui semblent acquises pour tout le monde. Donc, c'est un vrai chercheur, il se pose plein de questions et c'est toujours intéressant d'avoir son point de vue. Mais c'est un point de vue de recherche, hein, c'est-à-dire qui ouvre à la discussion. C'est pas des avis complètement assénés. Hein. Voilà, il pose des questions sur ce qu'on croit être bien ou pas bien pour les personnes avec TSA. C'est intéressant. Alors là, dans son article, j'ai vu que Coralie avait très bien répondu à la question d'Émile hein, sur Laurent Mautron, qui disait que dans un article paru dans Science et Vie, on pourra vous mettre les références de cet article, il parle de surdiagnostic, de conjuguer phénomènes de mode sur les diagnostics d'Asperger et aussi sur d'autres diagnostics d'ailleurs, sur les pratiques ou les potentiels. Et Émile était outré par ses propos et il demandait ce que j'en pensais. Ah, là c'est une question piège hein, parce que nous on travaille pas mal avec Laurent Mautron et je connais aussi son côté souvent un peu polémique, hein, comme je vous le disais, il veut bien mettre en question des acquis. Alors c'est vrai que Coralie a bien répondu en disant que il faut repenser le contexte. Il faut aussi repenser son contexte Amérique du Nord, Canada. En France, on n'est pas dans le surdiagnostic d'aucun trouble du neurodéveloppement. Quand on regarde les chiffres épidémiologiques, on est même encore plutôt en dessous des chiffres épidémiologiques qui sont retrouvés sur les autres troubles, sur les mêmes troubles dans d'autres pays. Donc je dirais la question du surdiagnostic ne se pose pas de mon point de vue en France. On est plutôt encore à ne pas diagnostiquer les personnes TSA, les personnes qui ont une hyperactivité. Bon, les personnes au potentiel, ça, je la laisserai de côté cette question parce que pour moi, c'est pas forcément un diagnostic, c'est-à-dire c'est pas une maladie hein, d'avoir un haut potentiel, mais même si ça peut générer dans certains cas des difficultés. Voilà, donc je dirais pas qu'il faut être outré. Il pose la question de la question des limites. À un moment donné, qu'est-ce qu'on appelle pathologie, qu'est-ce qu'on appelle normalité, et dans les troubles du neurodéveloppement, il y a
pas un flou, mais il y a un recouvrement. Et on est dans ce qu'on appelle un spectre, un trouble du spectre de l'autisme. Et entre la personne pour laquelle on ne mettra pas diagnostic et celle qu'on mettra diagnostic, dans certains cas, c'est très clair parce qu'il y a assez de symptômes. Dans d'autres cas, c'est un petit peu plus flou parce qu'on est sur des comportements qu'on observe. Et avec des conséquences qui peuvent être variables aux personnes. Et là, il y a une part d'interprétation. On n'est pas sur un test biologique, on est vraiment sur des comportements plus sociaux, donc qui tiennent compte du contexte et de l'environnement. Et pour certaines personnes, notamment des personnes qui compensent ou qui ont pu compenser, les conséquences ne sont peut-être pas aussi marquées que pour d'autres personnes avec TSA. Et c'est là où on peut s'interroger à quel moment on va porter le diagnostic, à quel moment on va dire cette personne, elle a ce diagnostic, elle a ces maladies, les conséquences parce qu'il y a un handicap, ou est-ce qu'elle a ce diagnostic, cette maladie, parce qu'elle a un certain nombre de signes et de symptômes, mais finalement elle compense. Donc ça, c'est une question qui n'est pas complètement tranchée, et peut-être que les frontières entre soi-disant normalité et pas normal ou différent, là aussi, elles bougent en fonction des exigences, des cultures, et voilà, et c'est pour ça qu'il y a une part d'interprétation. Mais quand même, de mon point de vue, honnêtement, des situations de surdiagnostic, il peut y avoir des erreurs diagnostiques, ça peut arriver, hein, mais on n'est pas encore je m'inquiète pas sur le surdiagnostic pour le moment. On verra ce que nous réserve l'avenir. C'est un propos très personnel, hein, ça n'engage pas forcément des collègues. C'est une question dont on aura beaucoup de plaisir à débattre, peut-être à d'autres moments. Alors, là, on me fait signe qu'il y a plein d'autres questions, mais oui, il y a beaucoup d'autres questions. Donc, celle-ci, il y avait si quand même. Ah, il y a quand même Georges Marcel TomTom. C'est sympa comme pseudo. Donc, Georges Marcel TomTom qui disait « Je suis un adulte TSA en colocation avec des neurotypiques extravertis. » Bon, alors, là, Georges Marcel pose plusieurs questions. Il y a la question d'être en coloc. Ça, c'est pas toujours facile pour personne quand on est confiné parce qu'on n'a pas... On a choisi d'être en coloc, mais c'est pas un choix affectif. Des fois, c'est juste un choix voilà, c'était pratique à ce moment-là. Et là, on se retrouve à vivre 24/24 ensemble. Donc, c'est super compliqué. Extraverti, bon, extraverti, ça veut dire que la personne, elle peut être vécue comme envahissante. Elle s'exprime beaucoup. Elle a besoin d'échanger énormément. Et c'est pas forcément le cas de vous, Georges Marcel. Vous aimez peut-être avoir vos moments de vie privée. Vous n'avez pas forcément besoin d'échanger toujours. Vous n'avez pas forcément envie de partager toutes ces émotions. Parce que les personnes extraverties, en général, elles partagent ce qu'elles ont dans la tête, leurs émotions, positives, négatives. Et ça peut être lourd pour vous. Donc, comment vivre avec un adulte neurotypique extraverti? C'est déjà lui signaler que vous n'êtes pas un adulte neurotypique extraverti. Déjà, ça peut lui donner une indication sur votre niveau de gêne, si vous l'avez. La personne neurotypique extravertie, elle peut avoir défaut, c'est qu'elle est extravertie, elle fait pas forcément attention à vous, à ce que vous ressentez. Et vous, en face, je ne suis pas certaine que vous l'ayez bien indiqué ce que vous ressentez aussi. Donc l'idée, ce serait que vous puissiez faire une partie du chemin, c'est-à-dire dire quelles sont vos limites, ce que vous pouvez supporter, pas bien supporter, vos besoins de calme. Et ça, il faut simplement l'indiquer à la personne extravertie. Souvent, les personnes extraverties, pas toujours, mais ils peuvent aussi avoir pas mal d'empathie et vous comprendre. Donc, mais pour ça, il faut quand même qu'ils soient un peu au courant et avertis, pas extravertis, mais pour le coup avertis de ce que vous vivez à ce moment-là. Et avec elle, vous pouvez définir certaines règles, au moins pour que la vie soit vivable encore quelques semaines. Hein. Après, on verra comment. Peut-être que cette personne extravertie va vraiment profiter du déconfinement pour aller s'extravertir en dehors de votre coloc et ce sera peut-être un soulagement pour vous. Il y avait Sylvie aussi, Sylvie qui parlait qui est maman d'un adulte avec TSA et qui fait un délire psychotique, qui devient agressif et violent. Est-ce que c'est lié à l'autisme? Alors, l'agressivité et la violence c'est pas du tout spécifique de l'autisme, hein. Ça peut arriver chez les personnes avec autisme, mais pas forcément. S'il y a vraiment ce que vous dites, un délire psychotique, hein, c'est-à-dire une rupture avec la réalité, là, c'est vraiment important d'aller consulter un spécialiste, un psychiatre. S'il y a trop d'agressivité, de violence, il faut pas attendre, hein. N'hésitez pas à appeler les lignes d'urgence. Tous les hôpitaux psychiatriques ont actuellement des lignes d'urgence. Ils vont vous guider, vous répondre et peut-être qu'il faudra une hospitalisation. Sachez que l'hospitalisation, si elle doit être envisagée actuellement en psychiatrie, elle est très bien encadrée pour limiter
le risque d'infection Covid. Hein. Il y a des unités spécifiques Covid, des unités où on attend d'avoir le résultat pour savoir si on a des symptômes. Et en tout cas, sur les hôpitaux que je connais, il y a très peu de cas de contamination au sein de l'hôpital psychiatrique. Donc, s'il nécessite des soins psychiatriques, il ne faut pas que la peur du Covid vous empêche d'aller les chercher. Demandez vraiment un avis psychiatrique dans ce cas-là. Voilà, alors, Myriam, mon frère refuse de se laver les mains. Il le fait que quand il va prendre la douche. Il refuse le gel hydroalcoolique aussi. Que faire? Alors là, il y a des fiches qui ont été faites pour justement faire comprendre à la personne comment se laver les mains, pourquoi le faire souvent. Donc, fiches de Robert qui sont plutôt bien faites, qui expliquent justement comment apprendre aussi à mettre un masque, à se préparer à sortir, etc. Donc, ce qui est important, c'est de trouver le document qui correspond à son niveau de compréhension. N'oubliez pas qu'une personne autiste peut être verbale, mais finalement ne pas bien comprendre ce qu'on lui dit. Donc, ne pas hésiter à passer par des documents écrits, par des vidéos, à faire de la guidance physique si nécessaire. Et si vous n'y arrivez pas, vous, n'hésitez pas à interpeller le professionnel qui s'occupe de lui d'habitude, qui pourra peut-être vous accompagner et mettre en place justement toute cette habituation, hein, je dirais que, ou ce rituel pour laver les mains plus régulièrement, plus souvent et utiliser le gel hydroalcoolique. Il y a Kenny qui dit comment éviter les crises suite au déconfinement. Donc là, c'est pareil, je fais encore référence à ce guide qui sera en ligne à la fin, qui sera en ligne sur le site du GNCRA pour vous préparer au déconfinement. Alors pour éviter les crises, il faut déjà évaluer le niveau de stress que peut générer le déconfinement. Et puis bien voir que est-ce que c'est le fait de sortir qui crée des crises ou de la peur, ou est-ce que c'est la peur d'avoir le virus? C'est pas tout à fait la même stratégie, même si les deux peuvent être liés. Il va falloir y aller très très progressivement. Là, vous avez le temps, il y a encore 2 semaines, peut-être même prendre 1 semaine de plus ou 2 semaines de plus s'il le faut, mais en tout cas bien respecter le rythme de la personne pour réussir ce déconfinement. Et bien sûr, à chaque fois, désolé, mais demander de l'aide, des fois on est trop le nez dans la situation pour avoir le recul nécessaire pour accompagner la personne à déconfiner. Il y a Coralie qui dit que si un psychiatre nous diagnostique autiste Asperger, comment le justifier? Alors là, je vais vous faire une réponse. Le justifier, si elle vous fait un diagnostic, elle doit vous faire un compte-rendu écrit, ce qui donnera la justification. Et quand on fait un diagnostic, normalement, on explique pourquoi. Alors, en même temps que je vous dis ça, je réalise le nombre de comptes rendus qui sont actuellement en retard et que je dois envoyer à plusieurs personnes avec Tessa. Bon, puis si elles sont en face, je m'excuse de ne pas avoir terminé tous ces comptes rendus en retard, mais je vais m'y atteler, vous inquiétez pas. Comme j'ai un peu de vacances, j'aurai un peu de temps pour finir les comptes rendus. Voilà, donc en tout cas, comment le justifier simplement, alors je sais pas auprès de qui vous devez le justifier. Ça peut être auprès d'un employeur, ça peut être auprès de proches, ça peut être auprès d'autres professionnels de santé. Donc, votre compte-rendu médical, ne le remettez pas à n'importe qui. Par exemple, si c'est pour votre employeur, il n'a pas à avoir votre compte-rendu médical. Vous pouvez passer par le médecin du travail plutôt. Si c'est pour vos proches, il y a aussi de plus en plus souvent des ateliers d'aide aux aidants pour expliquer aux proches c'est quoi le syndrome d'Asperger, c'est quoi l'autisme. Des fois, c'est compliqué tout ça d'expliquer les choses. Et puis, si c'est pour des professionnels de santé qui s'occupaient de vous avant, par exemple, si vous étiez suivi pour une dépression, un trouble anxieux, puis finalement, vous êtes allé voir une équipe spécialisée qui a parlé d'Asperger, ils peuvent être en lien directement pour justement justifier de vos difficultés. Voilà, j'espère que j'ai suffisamment répondu, mais ou alors j'ai pas compris finalement le mot justifier, mais... Voilà, n'hésitez pas à nous reposer la question, on vous précisera, on vous donnera une réponse par écrit. Ali, fils de 19 ans, est à la maison depuis 1 mois. Il a développé une certaine anxiété, comment le rassurer? Bonjour Ali, donc votre fils est à la maison et j'imagine qu'il est maintenant anxieux, soit de la situation du virus, soit lié au déconfinement. Comment le rassurer? Je pense que pour rassurer une personne avec autisme, déjà, c'est accepter qu'elle soit anxieuse. C'est normal actuellement d'avoir de l'anxiété. C'est
important de ne pas nier ce qu'elle ressent, et notamment le fait qu'elle ressente de l'angoisse. Après, il faut lui donner le niveau d'information pour faire baisser cette angoisse. Hein, et ça, vous pouvez, il y a dans les guides du déconfinement ou comment expliquer le coronavirus, il y a pas mal d'informations et vous trouverez aussi sur le site du GNCRA. Comment le rassurer? Il y a aussi en étant vous-même rassuré par rapport à certaines situations. Est-ce que comme je vous dis, s'il a peur de sortir, de vous voir sortir et de vous voir que vous n'êtes pas inquiet en sortant, ça peut aussi l'aider. Et puis, en parlant aussi de toutes les mesures de protection. Ce qui rassure, c'est de se dire, on va pas l'attraper parce que on se protège soi et on protège les autres et que les autres font la même chose. Donc, si on arrive à transmettre, si vous arrivez à transmettre à votre fils que les autres vont le protéger en portant des masques, donc ils vont éviter de lui cracher dessus, entre guillemets, ou de lui donner le virus par les gouttelettes, et que lui-même va se protéger pour éviter éventuellement de contaminer les autres, ça peut être voilà, une information objective qui le rassure. Après, si le niveau d'anxiété est trop important, au bout d'un moment, notre système d'alerte s'emballe un peu, on est inquiet alors qu'il n'y a pas vraiment de raison objective, c'est accessible à l'information objective. Là, c'est important d'avoir de l'aide là aussi d'un professionnel. Parfois, on aide aussi les personnes avec un traitement médicamenteux. Étienne, le TSA augmente-t-il le score de fragilité mis en place dans les plans blancs? Alors, les scores de fragilité, c'est, il me semble que c'est le fait d'être plus ou moins susceptible d'attraper le virus. Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par score de fragilité. J'entends plusieurs choses. C'est les personnes qui ont un handicap, par exemple, peuvent être plus vulnérables à l'infection. Alors, il y a les personnes âgées, les personnes. On sait que plus on est âgé en âge, on va avoir plus de risques d'attraper le coronavirus. Il y a certaines pathologies, pathologies cardiaques, pathologies pulmonaires, qui font on est plus ou moins fragile. Alors, en général, on dit que les personnes en situation de handicap sont effectivement plus fragiles, mais il faut voir quel type de handicap il s'agit. Dans certains types de handicap, on va retrouver plus souvent des maladies cardiovasculaires, des situations de diabète, etc., liées au fait qu'ils prennent certains traitements aussi. Et là, il y a une situation de fragilité. Pour les TSA, je n'ai pas la notion pour les TSA Asperger sans pathologie associée qu'il y a un risque ou un score de fragilité plus important. Il n'y a pas de raison. Vous retrouverez sur le site du gouvernement, et ça, on a aussi cette information, justement, quels sont les facteurs quelles sont les personnes à risque, qui sont les personnes fragiles, donc les personnes, ça c'est sur le site du ministère de la Santé et des Solidarités, là, je l'ai là aussi. Donc en général, c'est les pathologies chroniques respiratoires, les gens qui ont une insuffisance rénale, chronique dialysée, des personnes qui ont un cancer sous traitement. Vous voyez, il y a toute une liste sur le site du ministère de la Santé, on vous la donnera, mais il n'y a pas spécifiquement les personnes avec TSA. Voilà, donc je vais bientôt m'arrêter. Est-ce que je prends une dernière question? Isabelle, quelle est la frontière entre dysphasie et TSA? Comment peuvent-elles cohabiter? Alors, je ne vais pas me lancer sur les frontières. Par contre, dysphasie et TSA peuvent tout à fait cohabiter. On a des personnes qui ont un TSA, retard de langage, des personnes qui ont un TSA, pas de retard de langage, des personnes qui ont un TSA et ont une dysphasie. La dysphasie, c'est un trouble du langage, mais qui est spécifique, qui est particulier, qui n'est pas un simple retard qui sera plus ou moins comblé et qui n'est pas une rééducation spécifique. Quand on a TSA et dysphasie, c'est plus compliqué. C'est vrai que, comme tout TSA, dès qu'on a une pathologie en plus associée, ça rend la vie un peu plus compliquée. Donc là, il faut vraiment avoir une orthophoniste assez pointue, que ce soit dans la dysphasie ou les TSA. Souvent, dans les deux, quand elles sont bonnes dans la dysphasie, elles sont souvent assez au courant et au fait des TSA, parce que c'est aussi des diagnostics qui sont à la fois différentiels, mais qui sont parfois associés. Donc on peut avoir les deux. Et la frontière, elle va être beaucoup sur les compétences sociales et le fait d'avoir des intérêts restreints, stéréotypés, associés ou des particularités sensorielles, ce qu'on ne retrouve pas forcément et même plutôt rarement dans la dysphasie sans TSA. Voilà, mais je crois qu'il va falloir que je termine. Je ne dois pas oublier de vous donner quelques informations. Donc, n'oubliez pas qu'il y a le numéro Autisme Info Service que vous pouvez retrouver, où vous allez avoir beaucoup d'aide, Autisme Info Service.
vous trouverez les coordonnées sur le site. Il y a aussi la plateforme Solidaire qui peut aussi vous aider dans cette période-là. Il y a aussi le site du GNCRA où vous pouvez, en tant qu'adulte avec TSA, avoir de l'aide, c'est-à-dire vous envoyez un mail et on vous recontacte par mail pour vous proposer soit une consultation par téléphone, soit par visio. Ce sont des professionnels de tous les CRA qui participent à la réponse à cette plateforme d'aide spécifique pour les adultes avec TSA qui se sentent isolés. Donc le guide, notre guide, alors juste, je précise, le guide là pour le moment, il est en cours d'élaboration. Vous allez d'ailleurs nous faire des tours pour qu'on l'améliore. Et notamment la mise en page jolie, quoi, l'option graphique, elle n'est pas encore prête. Mais comme j'avais dit que la dernière fois qu'on mettrait le guide, il serait prêt pour aujourd'hui, voilà, le guide sera prêt et il sera sur le GNCRA. Alejandra Vaquet qui a beaucoup contribué à ce guide. Donc, je vais juste vous le montrer quand même. Hop, voilà. Et comme ça, bon, il y aura aussi, on mettra le logo du GNCRA. C'est le guide pour un déconfinement serein. Et oui, parce qu'on peut être serein à certains moments. Voilà, vous trouverez pas mal d'astuces et une méthodologie pour appréhender ce déconfinement. Et il y aura aussi des informations sur l'anxiété, sur les attaques de panique, qui sont les symptômes très désagréables quand parfois on a de l'angoisse par rapport au déconfinement. Est-ce que je vous des informations qui vous paraissent importantes? Je me tourne vers mes assistantes. Merci beaucoup pour votre aide. Alors, une dernière info avant de vous quitter. Pour le prochain Facebook Live, on en fera un le 17 mai, ça c'est certain. C'est en gros, après le déconfinement, comment ça s'est passé, comment on vit les choses, et on répondra à vos questions. Mais comme ça fait loin, on sait que vous voulez qu'on en fasse plus tôt, et on pensait plutôt à la date du 4 mai. Parce que la date du 11 mai, c'est la date du déconfinement. Peut-être que vous serez tous soit en train de vous déconfiner, vous serez peut-être en période d'adaptation, c'est peut-être pas le meilleur moment pour faire le Facebook. Les professionnels, eux, seront peut-être de nouveau de retour sur le lieu de travail. Donc voilà, ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouve non, le 18 mai, c'est le lundi 18 mai, 11 et 7, 18. Hein. Ouais. On se retrouvera 18 mai, mais si vous souhaitez qu'on en fasse un plus tôt, j'ai pas encore vu s'il y avait beaucoup de questions auxquelles on n'avait pas répondu. Donc, si vous souhaitez qu'on en fasse un plus tôt, par exemple le 4 mai, le lundi prochain, eh ben, vous nous donnez des retours, je sais pas, vous envoyez des messages, vous dites, oh, on en veut, on en veut, on en veut. Et à ce compte-là, on se débrouillera pour être là le 4 mai. Voilà, ben, je vous dis au revoir et puis je vous souhaite une bonne fin de confinement, hein, puisque on risque de ne pas se revoir avant. C'est selon vous, ce que vous voulez. À très bientôt. Au revoir.